un certain moment de la vie, lorsqu'on se retrouve accablé, on a besoin d'un exemple de réussite, mais surtout des repères. C'est de ça qu'il s'agit ce soir, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Admirable. Je vous présente l'invité de ce soir. Il est né le 16 février ici à Kinshasa, est né d'une famille, homme de Dieu, expert en communication, journaliste et surtout, c'est une formule, un schéma qui s'appelle Jaco Poutela. Affectueusement, tonton Jaco, bonsoir. Bonsoir Emeline. Quel privilège de vous avoir ce soir, bienvenue. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, il y a vos admirateurs qui veulent rentrer dans l'histoire, connaître le tonton Jaco que l'on voit à la télévision. D'où il est venu, comment il est parvenu à avoir cette position qu'il a aujourd'hui. Alors nous voulons rentrer en tout cas dès le début, surtout en famille. Quel a été le genre d'enfance que tonton Jaco a eu? Ce genre d'enfance, on va dire assez normal, je mets ça entre guillemets. Mais il faut dire que j'étais un enfant très timide à la base. Ah bon? Oui. On dirait pas? Mais vraiment, bizarrement. En fait, je m'étonne même moi-même. Oh. Je m'étonne moi-même, le fait même de pouvoir parler devant les gens et tout ça, ça m'étonne. Parce que moi, j'ai pas grandi comme ça. J'ai grandi tout petit, j'étais timide. Déjà tout petit, hein, j'étais timide et j'ai grandi avec cette timidité. Moi, c'était du genre... on m'envoie au tableau à l'époque quand on était tout petit, on t'envoie à l'école, on t'envoie au tableau pour soit faire une récitation ou faire un chant. Dès que je me mettais devant les autres élèves, j'étais tétanisé, j'arrivais même plus à parler. Et quand vous insistez, j'avais directement des larmes aux yeux, je pleurais. Oh. Oui. Tu vois ce genre de timidité. J'étais comme ça. Oui, on pouvait aller dans des fêtes en famille. Et puis tu vois ta maman qui t'envoie, qui dit mais va danser, ça c'est une des chansons que tu aimes, mais allez danser, va danser avec les autres et tout ça. J'arrivais pas. Parce que... Alors vous aviez la phobie de la foule, en fait? J'étais super timide, carrément. Ok. Ouais, super timide. Naturellement. Naturellement. Mais vraiment, ces genres de timidité, presque timidité maladie. Et voilà, mais sinon, j'étais un enfant docile, poli, et voilà, j'avais un profond respect pour les aînés, pour les parents, pour d'autres parents aussi. Et il paraît que j'étais très intelligent aussi. Donc, ça se voit, ça, on ne peut pas douter. J'ai grandi dans cet environnement-là. J'ai grandi dans un environnement où il y avait juste moi et mes deux frères. Donc, on était 3 enfants, 3 garçons, avec ma maman. Papa, il était pas là. Il était rarement là parce qu'il était tout le temps parti. Donc, on a eu, c'est ce garçon qui a eu l'éducation, beaucoup plus d'éducation de sa maman. Donc, avec maman et avec mes tantes aussi, donc les sœurs de maman, qui m'ont considéré, mais vraiment comme leur enfant, leur fils. Parce que je ne vois pas cette sœur de maman qui ne s'est pas occupée de moi. Alors, vous étiez timide et vous êtes aîné de la famille. Comment vous arriviez à recadrer vos petits frères? Être timide ne t'enlève pas cet esprit de leadership. Être timide ne t'enlève pas le charisme. Donc, tu peux être une personne très charismatique, mais timide. Voilà. Donc, j'ai pu gérer mes frères comme ça. Pour mes frères, j'étais un peu... pas seulement comme ce grand frère, mais j'étais un peu comme ce papa. Parce que déjà, il y a un grand écart d'âge entre mes frères. Entre mes frères et moi. Donc, du coup, j'ai grandi avec eux un peu comme leur papa. Et jusqu'à maintenant. Donc, ils ont un profond respect pour moi. Et il y a cet amour-là. L'amour qu'ils ont pour moi, tu sens que c'est pas juste l'amour d'un petit frère à son grand frère. C'est au-delà de cet amour-là. Je sens comment ils sont vraiment concernés quand ce sont des problèmes qui me touchent directement. Tu sens comment ils sont concernés, ils s'impliquent. Ça, c'est au-delà de juste cet amour fraternel. Alors, vous êtes né dans une famille où il n'y a que de fils, des enfants, de garçons.
Généralement, ici au Congo, lorsqu'il y a que des garçons, ces garçons-là sont prêts à tout faire à la maison, s'occuper des tâches ménagères. Vous savez préparer également? Mais c'est ça, mais c'est ça. En fait, moi, j'ai grandi justement dans cet environnement et ma mère, je ne sais pas, mais c'est comme si vous le saviez, ma mère disait à l'époque que, ben voilà, Dieu m'a donné que des garçons, alors mes garçons, ils vont tout faire, même les choses que les filles font. Donc du coup, nous tous, les 3 garçons, nous savons comment entretenir la maison, comment préparer, comment faire le ménage, comment, nous savons tout faire. Moi, personnellement, je sais tout faire. Et vous le faites jusqu'aujourd'hui? Je le fais jusqu'aujourd'hui. À l'époque, quand on était adolescent, ça paraissait un peu comme une corvée de la part de maman. C'est comme si elle m'imposait des trucs. Je ne pouvais pas m'amuser comme tous les autres amis. Mais aujourd'hui, actuellement, avec du recul, je me dis merci maman. Il le fallait. Il le fallait. Aujourd'hui, je dis merci maman parce que moi, déjà que je voyage beaucoup, donc peu importe le pays où je serai, je suis très à l'aise parce que je sais moi-même préparer, je sais m'occuper de moi. Donc, c'est pas trop un problème pour moi. Et maintenant, j'aime la cuisine. Actuellement, j'aime la cuisine. Ça me détend. Ok. C'est bizarre, hein? Ça me détend. C'est aussi une de vos passions. C'est une de mes passions, quoi, la cuisine. Donc, quand je suis dans la cuisine et tout ça, ça me détend. Et même les enfants, ils aiment, hein, Okay. surtout les dimanches, ils aiment et parfois ils me rappellent Papa, est-ce que tu pourras nous faire des pancakes? Papa, est-ce que tu pourras nous faire du pain perdu et tout ça? Et parfois je les appelle dans la cuisine, on s'amuse ensemble. Allez, toi tu casses les œufs, toi tu vas mélanger ça, toi tu fais ceci. Et puis ça les amuse aussi et c'est bien. Donc on dirait tonton Jaco est aussi papa Loboko. Je suis papa Loboko. Alors, quel a été votre rêve d'enfant? Parce qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs casquettes. On retrouve en vous un homme de Dieu, journaliste, maître de cérémonie. Vous êtes également écrivain. Oui. Donc, toutes ces casquettes-là, quel a été votre rêve d'enfant quand vous étiez encore enfant? Alors, mon rêve d'enfant, c'est... j'avais 3 rêves. Ok. Le premier des rêves, je voulais être militaire. Oh. Oui. Étant timide. Étant timide. Je ne sais pas quel genre de militaire j'allais être, mais je voulais vraiment être militaire, aller vraiment à l'école militaire et tout ça, voilà, et devenir peut-être général, un colonel, général et tout ça. Tu imagines, hein, le général Mpoutela. C'était un rêve. Ça, c'était le premier. Et j'avais un autre rêve. L'autre rêve, c'était de devenir médecin chirurgien. Médecin chirurgien, pourquoi? Parce que on est 3 garçons, comme je l'avais dit précédemment. On est 3 garçons et nous tous, les 3 garçons, on est nés par césarienne. C'est pour ça que ma mère, après, elle n'a plus d'enfants parce que 3 césariennes, c'est bon, on ne doit pas continuer comme ça. Surtout qu'à notre époque, maintenant quand même, la médecine a évolué, mais ça reste quand même toujours dangereux, tu vois. Mais à notre époque, là, c'était vraiment une césarienne, tu dois faire les choix, soit on garde la maman, soit on garde l'enfant, donc il faut choisir. Et c'était tout le temps comme ça. Et ayant vécu tout cela, je me suis dit, ça serait mieux quand même que je sois médecin, chirurgien, plus tard, pour aider les autres femmes, les autres mamans qui se retrouveraient dans ce genre de conditions. Et l'autre rêve, c'était devenir journaliste. Journaliste parce que, bon, c'est ma mère qui m'inspirait. Elle était journaliste, mais dans la presse écrite. Ah, d'accord. Et à cette époque-là, il n'y avait que deux organes de presse, Elima et Salongo. Okay. Donc elle était dans le journal Elima avec notre papa, le grand, et Solomois et Alinganga. Et je connais d'ailleurs certains de ses enfants, on parle très bien. Donc je voulais faire le journalisme, mais pas la presse écrite. Je voulais plutôt être dans le journalisme, on va dire, culturel, dans l'animation télé et radio, parce qu'il y avait
quelqu'un qui m'inspirait à l'époque, c'était Michel Drucker. Ok. Voilà, il y a Michel Drucker, je regardais tout de Michel Drucker. Il y avait lui, il y avait Jacques Martin, celui qui faisait École des fans avec les enfants. C'était, je trouvais ça très mignon et très beau. Et ici, j'avais justement notre vieux paix à son âme, comment il s'appelle encore, Nzi Lafanan. Ok. Voilà, Nzi Lafanan, j'aimais bien son style. C'est vrai que moi, de nature, je ne suis pas trop les émissions sportives. C'est pas mon truc. Mais lui, je remarquais que chaque fois qu'il passait à la télévision, c'était des émissions sportives. C'est comme si la RTNC changeait. C'est comme si c'était un autre studio, un autre plateau. Et même sa façon d'animer, de présenter, je trouvais ça quand même Il assez avait quand même une extraordinaire. touche particulière, C'était, assez oui, particulière. c'était vraiment, c'était assez particulier, mais voilà, par la grâce de Dieu, Dieu m'a conduit dans la presse. Donc, je n'ai pas été militaire, je n'ai pas été chirurgien. Quand est-ce que vous avez finalement décidé que voilà, c'est le journalisme que je vais faire? Je l'ai décidé, je vais dire, partant de mon cursus scolaire. Durant toutes les années, mais beaucoup d'années, je n'étais que dans les mathématiques. Moi, j'ai fait les mathématiques. J'ai tellement fait les mathématiques. C'est réservé pour les gens intelligents. Non, l'intelligence c'est autre chose, mais ça, on pourra en parler aussi peut-être dans une autre émission. Parce que l'intelligence, au fait, c'est tout un enseignement. Ça, c'est le pasteur qui parle. Ah ouais. L'intelligence, la sagesse, c'est tout un enseignement. Amen, c'est autre pasteur. chose. L'intelligence, c'est pas parce que tu as des gros diplômes. Non, tu peux avoir des très gros diplômes, mais tu... je vais pas dire le mot, mais tu n'es pas intelligent. Tu vois, il y a beaucoup de gens avec qui on a étudié, on les voit, et toi-même, tu sais que celui-là, celle-là, mais vraiment, c'était n'importe quoi. Ah ouais. Dans l'intelligence, vraiment, quoi. C'est autre chose, vu que l'intelligence, c'est la capacité à gérer et apporter des solutions à des problèmes. Ok. Ça, c'est pas seulement à l'école qu'on acquiert l'intelligence. Dans la vie de tous les jours. En tout cas, ça, c'est vraiment... C'est Dieu. C'est... Avec Dieu, soit tu es intelligent, soit tu ne l'es pas. Soit tu es sage, soit tu ne l'es pas. Voilà. Tu vois, même que la sagesse, la Bible dit, à celui qui manque la sagesse, si tu manques la sagesse, va la demander à Dieu qui donne à chacun tel qu'il le veut. Amen, pasteur. Ça, c'était une parenthèse. Voilà. Donc, ayant fait beaucoup des mathématiques, ma vie, ce n'était que mathématiques, géométrie analytique, algèbre et tout ça. À un certain moment, quand j'ai fini, arrivé en 6e, en terminale, j'ai dit, je vais calmer un peu. En supérieur, je vais aller dans autre chose qui n'a rien à voir avec les chiffres, les calculs et tout ça. Donc c'était là qu'était venu le déclic. Et aussi parce que déjà, je regardais, je regardais, tout ce temps, je regardais Michel Drucker. Je regardais Nzi Lafanan et d'autres légendes aussi. Aujourd'hui, même le mot légende commence à créer des problèmes, mais on a des légendes à la télévision. On a des légendes, des icônes à la télévision, des modèles à la télévision. Comme vous d'ailleurs. Je sais pas, mais ça c'est voilà, légende, modèle, icône, c'est aux autres de te le dire. C'est pas à toi-même de dire que alors moi je suis vous une le légende. Merci Emeline, c'est gentil, ça me fait chaud au cœur. Ouais, bon. Il faut bien, comme je dis toujours que pendant qu'on est vivant comme ça, pendant que je suis vivant, il ne faut pas attendre à ce que vous partiez. Dites-moi des bonnes choses, dites-moi ce que vous savez de moi, dites-moi comment vous me considérez. Vous, N'attendez pas quand je mourrai, après vous venez avec des médailles, des fleurs, des et statues tout ça, un peu partout. que je ne verrai même pas parce que je ne serai même plus là. Vous venez me décorer à titre posthume, j'en ai pas besoin, il faut me le dire maintenant. Quand vous êtes vivant, vous voulez me décorer, décorez-moi maintenant, pas après. Mais bref, c'est ça le déclic et puis voilà, c'est parti comme ça. Alors comment ça s'est passé le début? Et déjà, les parents avaient accepté cette idée-là de devenir journaliste? Oui, mais pour les parents, il y avait pas de problème, surtout que
Bon, pour ma mère, elle aimait bien que je puisse écrire. Parce que pour elle, c'est l'écriture qui est bon. Et même moi, maintenant, avec du recul, je peux confirmer que dans la presse écrite, c'est la meilleure des presses. Ah oui, c'est la base d'ailleurs. C'est la base. Si tu as maîtrisé la presse écrite, eh ben, les autres choses, ça va venir. La presse audiovisuelle, ça va venir. Ça coule tout seul, il n'y a pas de problème. Donc, je m'étais quand même aussi retrouvé dans la presse écrite. J'ai beaucoup écrit. Hein. Oh, j'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup écrit. J'ai tellement écrit qu'à un certain moment, j'ai dû arrêter d'écrire. Pourquoi? Parce que j'avais écrit un article. Parce que on avait atteint la période où il y avait maintenant Internet aussi. Donc, je m'étais dit, je pouvais faire des articles. On avait un journal en ligne. Okay. Voilà, donc, vous avez vécu la venue de plusieurs plateformes médiatiques. Mais bien sûr. Mais bien sûr. J'ai commencé en 1996. Près d'une trentaine d'années. Presque. Voilà. Donc, j'avais arrêté avec la presse écrite juste parce que il y a un article que j'avais écrit à l'époque qui avait créé un grand scandale, une grosse polémique, mais pour rien en plus. Hein. Okay. Pour rien, parce que de toute façon, le journaliste, il ne présente que les faits. Tu vois, il ne fait aucun commentaire, il présente les faits. S'il y a un accident qui s'est passé là, sur Bongolo, eh ben, je fais mon article par rapport à cet accident qui s'est passé sur Bongolo. Je présente les faits de cet accident, c'est tout, point barre. On ne peut pas maquiller, au fait, le fait. On ne peut pas ajouter des commentaires genre que les autorités fassent un effort pour que... Non, non, même dans ta conclusion, tu ne fais pas ça. Ne fais pas ça. N'apporte aucun commentaire. Présente les faits. Tu es journaliste, point barre. Tes conseils, tes avis, garde ça pour toi. Tu vois? Alors, moi, j'avais présenté les faits. Il y avait un événement qui s'était passé à Bruxelles. Et à l'époque, il y avait Maman Olive Lembe qui avait emmené beaucoup d'artistes, plus de 100 artistes à Bruxelles, pour un festival qu'ils ont nommé Festival Yambi. À l'époque, j'en parle aujourd'hui, hein, c'est sans polémique. Donc, les artistes sont partis et au retour, eh ben, ils étaient plus de 100. Il n'y a que 17 ou 18 qui étaient rentrés avec la première dame de l'époque. Ils se sont volatilisés dans la nature. Dans la nature. Parce qu'il y avait plusieurs artistes, hein, les artistes, mais vraiment dans tous les domaines. Les peintres, le sculpteur, les théâtres, tout ça, dans tous les domaines. Donc, il n'y avait que 17 ou 18 qui étaient revenus comme ça. Alors, déjà, là-bas, ça avait créé un problème. Que non, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont où? Voilà. Et pendant qu'ils étaient en train de se poser des questions, non, il y a un Jacob Poutela à Kinshasa qui fait un article. Il parle de ça, de cet événement et des gens qui sont rentrés, du nombre des gens qui sont rentrés. Je parle de ça. Et là-bas, comme c'était une presse en ligne, ils ont pris mon article, ils ont imprimé, ils ont distribué, même dans notre ambassade là-bas, pour leur faire voir que, regardez, même la presse de chez vous reconnaît qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas rentrés. Et ça a créé vraiment une grosse boutarde, ça a failli même me créer des problèmes parce que c'est la première dame qui a organisé ça, avec son bon cœur. Et moi, j'ai écrit ça aussi sans arrière-pensée parce que d'ailleurs, j'ai fait mon travail et d'ailleurs que la première dame, à l'époque, elle m'aidait beaucoup, donc je ne vois pas pourquoi je viendrais la canarder. Non, je ne la visais pas, elle. Je visais personne d'ailleurs. J'ai juste présenté, c'était un fait qu'il fallait... c'est une actualité. Ah oui. Vu comment ça m'avait créé des problèmes, là, j'ai dit, bon, ok, c'est bon, je n'écris plus, c'est fini, stop. Donc... Vous avez reçu de menaces? Menaces, non, mais des plaintes qui pouvaient
qui pouvait ressembler à un mécontentement grave, quoi. Tu vois? Parce qu'on vient, tout le monde maintenant t'appelle, les autorités et tout ça, on t'appelle. Certaines autorités même viennent te voir, je t'ai le nom. Ils viennent te voir pour te dire, mais écoute, on t'aime beaucoup, on aime beaucoup ce que tu fais et tout ça, mais tu n'aurais pas dû faire cet article-là parce que tu vois, c'est quand même notre pays. Hein, tu dois, ça c'est son. Et là, j'ai compris aussi quand même. Hein, c'était notre saleté à nous. Ah oui. J'aurais pas dû qui est exposer notre saleté, nos problèmes comme ça. Au vu et au su de tout le monde, au vu et au su de ces personnes qui étaient d'ailleurs déjà en train de se poser des questions. Quelque part, quand même, je pense que j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Mais bon, voilà. Alors, vous quittez la presse écrite pour la télévision ou vous étiez en train de je faisais les deux. Je faisais les deux. Vous quittez la presse écrite, c'est justement la télévision, vous restez focus sur la télévision. Je reste à la télévision et à la télévision, je reste dans le côté culturel parce que j'arrête même avec le journal télévisé, j'arrête même avec la revue de presse. J'ai arrêté. Pourquoi? Parce que en même temps, moi je suis un culturel. Je suis un ami de la culture, mais la culture dans sa globalité. C'est pour ça que j'écris même aussi des livres. Okay. Tu vois? Okay. Parce que la littérature aussi fait partie de la culture. Alors, en tant qu'ami de la culture, j'ai un autre regard, moi, des choses. Seulement, j'avais oublié le fait que quand tu es journaliste, tu présentes le journal télévisé, on ne doit pas te voir, par exemple, dans la publicité. Ah oui. Tu vois? Ah oui. Or, moi, à l'époque, de temps en temps, on m'appelait pour être acteur publicitaire. Oui, j'ai joué dans beaucoup de publicités, j'ai représenté beaucoup de produits dans la publicité. Alors, ça commençait à créer des problèmes et les aînés m'ont dit clairement, ils ont dit, mais écoute, on vient de voir encore une publicité, on t'a vu dedans. Alors, si tu continues dans la publicité, alors on va te rayer de la liste des journalistes. Ça, j'ai eu peur. Alors je me suis dit, si tel est le cas, fini cette affaire du journalisme, je préfère rester animateur et animateur culturel. Okay. Et parce que avec l'animation culturelle, ça passe. Je peux être dans la publicité, il n'y a aucun souci. Vous pouvez me voir jouer par exemple dans un film comme Papa Wemba dans La vie est belle, il n'y aura pas de problème. C'est la culture, je suis dedans. Donc voilà. Mais est-ce que les aînés vous ont aidé, vous ont tendu la main? Parce que de nos jours, aujourd'hui, il y a cette citation qui se dit « Ah, bâti la remonte escalier ». Est-ce que vous, bâti la escalier, quand vous êtes venu nouvellement dans le métier? Moi, bâti la kanga escalier. Oui. Oh, les aînés, ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont beaucoup aidé. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils m'ont vraiment beaucoup. Dernièrement, d'ailleurs, samedi, j'ai rencontré, je devais animer une conférence. Et dans cette conférence, j'ai retrouvé le vieux Dimanja Wembi, un grand journaliste. Voilà, encore une légende. Ah ouais. Il faut qu'on le lui dise maintenant. Dimanja Wembi, lui par exemple, il m'a aussi beaucoup aidé. C'est un des grands journalistes depuis l'OZRT, tu vois. Et il est toujours actif jusqu'aujourd'hui. C'est un grand. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs samedi, je lui avais raconté ça aussi. On était avec l'honorable Didier Moumengi, que je salue. Lui aussi, il m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Alors, je l'aime aussi d'ailleurs. Ah oui, c'est réciproque. Alors, j'ai raconté cette anecdote avec l'aîné Dimanja, Charles Dimanja. C'était quoi? C'était chaque fois que, à l'époque, je présentais le journal télévisé, alors je devais faire mon papier. Ok. Tu vois? Parce que même si tu présentes le journal,
parfois tu peux te retrouver aussi, vu que tu as la rédaction, tu peux te retrouver dans un reportage. Alors je reviens d'un reportage, je fais mon papier et il faut passer chez lui pour qu'il puisse voir, corriger et tout ça. Mais sa correction à lui, franchement, moi j'appelais pas ça correction, je lui avais dit, c'était carrément... Il change même ton papier, quoi. La refonte totale. Il garde l'idée du reportage, mais tout le français qu'il y a là, quoi. C'est son français à lui. Ah oui. C'est pas le tien. Donc, quand tu viens comme ça, il prend ton papier et il te dit à toi, prends une feuille et un stylo. Et il regarde ton papier et il commence à te dicter ce que tu dois écrire. Quand tu finis, et puis il te dit, va mettre la voix, va enregistrer ta voix. Il fait ça une fois, 2 fois, 3 fois. Il faisait ça tout le temps, pas qu'avec moi, même avec les autres, avec tout le monde. Il faisait ça. Même qu'un jour, en faisant cela, il a glissé un mot comme ça. Je crois que c'était un reportage. J'avais fait un reportage sur Wendo Colossoy. J'ai oublié le mot et pourtant j'ai longtemps retenu le mot parce que ça m'avait... Alors, il dit ce mot-là. Wendo Colossoy, dans ses nombreuses tac, il dit le mot. Alors, je m'arrête, je lui dis, non, mon vieux, franchement, ce mot-là, ce vocabulaire-là, même les gens qui vont me suivre à la télé, ils savent que Jaco, il parle français, mais pas ça. Mutuna Mutazana français, ça, c'est pas mon français. Ça ne ressemble pas. Oui, même les gens qui vont me suivre, Jaco, tu comprends. Il me dit, je lui ai dit, mon vieux, il n'y a pas un autre synonyme qui serait quand même proche de mon vocabulaire à moi. Il dit non, vu ton reportage, vu tel que tu as écrit, je ne vois pas un autre mot qui expliquerait mieux ce que tu es en train de dire dans ton texte. Alors j'écris, paf. Et un autre jour, je revenais d'un reportage, je lui montre mon papier. Et déjà, avant même qu'il me le demande, moi-même déjà, j'ai pris le papier et le stylo. Et j'attendais, parce qu'on savait comment il fonctionnait. Oui. Alors, il regarde mon papier, il lit, et puis il dit, ok, c'est bon, va mettre la voix. Je dis, il n'y a pas... non, va mettre la voix. Tu as compris, maintenant tu as compris. Donc, il est en train de vous former. Il me formait. Et il dit aux autres, à tous les autres, il dit, désormais, quand vous faites vos papiers, apportez ça à Jaco. Wow. J'ai dit, waouh. C'est Charles Dimanja qui dit ça de toi. Pour moi, c'était comme si c'était la Noël, quoi. Tu peux pas savoir comment... Non, attends, c'est un grand, là. Une légende qui te dit, maintenant tu as compris. Va mettre la voix. Et vous, les autres, désormais, c'est à lui que vous devez apporter vos papiers. Tu vois un peu? Donc, j'ai eu des aînés qui m'ont beaucoup aidé. Même le vieux qui était à RFI, qui nous a quittés, il était devenu même porte-parole du chef de l'État actuel. Kasongo Mwema Yamba Yamba. Il m'a aussi beaucoup aidé. Il n'y a que des grands qui m'ont aidé. Vraiment. On m'a vraiment tendu la perche. Et même pour passer à la télé, pour la première fois, animer une émission, il y a aussi un autre grand que je n'oublierai jamais, Steve Condé, un des grands réalisateurs de ce pays. Tu vois, maintenant c'est un Steve Condé qui, un jour, tous les jours, tu es là, mais il te laisse faire le sale boulot. C'est moi qui qui remballais les câbles et tout ça. Ok. Oui. Mais ce jour-là, le grand Steve Condé te dit, toi, viens là. Aujourd'hui, c'est toi qui anime cette émission. Je dis, moi, oui, c'est toi. Et j'ai animé l'émission. Et quand l'émission est passée à la télévision, c'est vrai qu'il recevait des appels, mais cette fois-là, il a reçu des appels comme pas possible. Les gens lui posaient des questions, mais c'est où tu as ramassé ce gars-là? Non, il est trop fort, il est... Waouh. Il nous a pris comme ça... C'est pour ça qu'on l'appelle le roi du village.
Ok. Oui, parce on constitue un grand village et lui, il est le roi du village, Steve Condé. Il y a moi, il y a Marc Tabou, il y a JPK, que vous connaissez aussi, le grand JPK. Il y a beaucoup de gens que Steve Condé a encadrés comme ça, oui. En tout cas. Yann Mambo. Ah oui. Voilà. Il a encadré beaucoup de gens. Voilà. Donc, cela dépend de et moi aussi, et moi aussi, Emeline, comme j'ai eu des aînés qui m'ont tenu la main, moi aussi à mon tour, en tout cas, je n'hésite pas, quand il y a des jeunes et tout ça, vraiment, je les aide, je les accompagne. Les jeunes le témoignent. Ouais, je les accompagne, je les booste, je les aide. Et vraiment... Ça ne vous enlève pas le tonton Jaco, pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire, parce que là, tu as la considération de tous ces jeunes-là. Et du coup, c'est toi qui es adulé, c'est toi qui es grand. Quand tu aides, c'est toi qui es grand. Quand tu donnes, c'est toi qui es grand. Alors, vous aurez bientôt une trentaine d'années de carrière. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées durant votre cursus? Les grandes difficultés, si je peux dans la profession? Oui, oui. Oh, c'est déjà cette, on va dire, cette guerre-là, j'appelle ça guerre, mais c'est une sorte de bataille, voilà. Cette bataille-là de vouloir toujours faire de l'audience, être le meilleur et tout ça, mais ça, c'est pas facile, quoi. Tout le temps, tu es là en train de réfléchir, parce que tu peux avoir un programme télé, un magazine maintenant qui cartonne, mais pendant que ça cartonne, il y a Emeline aussi qui vient avec son magazine qui commence à cartonner. Maintenant, comment faire pour maintenir le cap et tu comprends. Et ça, c'est la grosse difficulté, mais la difficulté que nous avons tout le temps. Malheureusement, actuellement, les gens, ils se remettent plus en question, malheureusement. Les gens, ils se remettent plus en question, ils font du copier-coller. Il y a telle émission qui existe et ça marche bien, l'émission d'Emeline. Alors, je change juste le titre, le décor et tout ça, mais tout ce que je fais, le contenu, c'est vraiment tout le concept, c'est ce que Emeline fait. Donc, il y a tout ça, voilà. C'est vraiment la grande difficulté de toujours essayer de se maintenir, parce que dans notre métier, si tu ne cartonnes plus, on ne fait plus attention à toi. On ne te regarde plus, on ne parle même plus de toi. Et quand on parle même plus de toi, c'est-à-dire que même les mêmes annonceurs qui jadis venaient, te tournent carrément le dos. Voilà, comme tu n'as plus de succès, ils se retirent, ils te cherchent plus. Mais comment vous avez fait pour maintenir le cap, tonton Jaco? Ah ben, je ne vais pas dire que c'est par rapport à mes compétences et tout ça. Moi, je considère tout ça comme la grâce de Dieu. Okay. Pour moi, je considère que c'est la grâce de Dieu parce que, il y a des gens qui sont aussi meilleurs que moi. Il y en a beaucoup, j'en ai connu. Mais par la grâce de Dieu, il a permis que, depuis 96, il y a des gens qui sont venus, qui ont disparu. Une autre génération est venue. Quelques-uns ont disparu. Mais moi, je suis toujours là jusqu'en 2025. On continue à parler de tonton Jaco. C'est peut-être plus le succès, parce que actuellement, moi, je me bats plus pour le succès. J'ai déjà atteint un niveau où on appelle ça en français notoriété. J'ai déjà atteint la notoriété. La notoriété, c'est au-delà du succès. La notoriété, c'est-à-dire qu'on te connaît. Vous n'avez plus rien à prouver. Que je fasse une émission ou pas, on connaît tonton Jaco. Que je vienne ou pas, on sait que c'est tonton Jaco. Tu vois, j'ai déjà la notoriété. Mais c'est pas que parce que j'ai atteint la notoriété que je peux dormir sur mes deux lauriers et dire que ça va, tout va bien. Non, je dois continuer toujours à me rechercher, à me remettre en question, à faire la mise à jour tout le temps, à m'adapter. Parce que, comme on dit, autre temps, autre mœurs. La façon dont j'animais en 1996, si j'anime comme ça en 2025, les gens ne vont pas me regarder. Parce qu'il y a une autre génération, il y a une autre façon de voir les choses, il y a d'autres appréhensions.
Donc, je dois m'adapter par rapport à tout ça. Alors, tonton Jaco, nous sommes à cette époque où il y a quand même, si je peux le dire, un désordre, en fait. Vous voyez peut-être sur YouTube, comme il y a une période hôtel, il y a des insultes qui passent, et puis sans que quelqu'un soit inquiété et tout ça. Comment vous concevez, en fait, l'avenir de ce métier, ce beau métier que nous avons? L'avenir est bon. Seulement, comme je disais, autre temps, autre mœurs. À notre époque, là, en 96, 94 même, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais actuellement, on voit bien qu'il y a les réseaux sociaux, il y a la venue des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont maintenant des vrais médias aussi. Parce que je peux ne pas communiquer à la télévision traditionnelle, mais je communique uniquement sur un des réseaux sociaux et puis ça prend. Les gens, ils ont le message et tout ça parce que maintenant, on peut dire que les médias sont à la portée des mains. Dans ton téléphone, dans ta tablette, tu as les médias. C'est même pour ça que même nous, ici aussi, au niveau des autorités, au niveau du gouvernement, ils ont créé même ce ministère-là, qui est non seulement le ministère de la communication et presse, mais aussi des NTIC, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les réseaux sociaux sont pris dans les NTIC, dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On ne peut pas s'en passer, on doit faire avec, mais seulement maintenant, il faut essayer de structurer cela. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans les réseaux sociaux, chacun a sa page, chacun a sa télévision, on va dire ça comme ça, sur les réseaux. Et ces personnes-là qui entretiennent leur compte sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément des professionnels des médias comme toi et moi. Donc, du coup, n'étant pas professionnels des médias, eh ben, c'est normal qu'ils viennent avec des bavures parce qu'ils n'ont pas appris le ABC de l'information et de la communication. Tu vois, toi et moi, en tant que professionnels des médias, nous savons que même si information il y a, nous savons comment traiter cette information-là avant de diffuser. Tu vois, parce qu'on fait attention aux consommateurs, les consommateurs qui sont les auditeurs et les téléspectateurs, nous faisons très attention. Donc, il y a des images, par exemple, que nous ne passons pas, parce que la profession nous interdit de passer ces genres d'images choquantes. Il y a des mots, des phrases, des tournures qu'on n'utilise pas. Il y a des attitudes, par exemple, qu'on ne peut pas afficher, que ce soit à la télé ou à la radio. Tu vois, nous connaissons ça parce qu'on nous a appris le ABC du métier. Mais ce monsieur lambda ou cette dame lambda qui n'a jamais appris ça, eh ben, il va prendre sa caméra, son téléphone, commencer à se filmer et dire... En fait, tout ce qu'ils font là, faudrait voir ça aussi autrement, sur le plan, on va dire sur le plan sociologique aussi. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est vrai que c'est choquant, ça fait mal, parce que toi tu regardes avec ton œil de professionnel, mais je pense, je sais, c'est pas que je les défends, mais je pense que c'est pas dans l'intention de nuire forcément qu'ils font ça. Eux, ils le font dans l'intention de passer l'information et ils pensent que passer une information, c'est comme ça que ça devrait se passer. Tu vois, et ça, je le remarque même, tu vas voir, je reçois quelqu'un sur mon plateau d'émission, nous parlons de quelque chose et tout ça, et tralala, la personne s'explique d'ailleurs très très bien. Dès que je mets la même émission sur ma chaîne YouTube, eh ben, tu vas voir, il y a certains commentaires du genre... Une fois, il y a même... J'ai vu un commentaire d'un monsieur qui m'a écrit Tonton Jaco tika, ozo tika invité na yo alobate, yo oyebi eloko anate, tika ye aloba. Sois professionnel, s'il te plaît. Carrément, il m'a...
Alors, est-ce que ça vous blesse aussi de voir certains commentaires? Non, moi, ça me blesse pas. Oh, rien du tout. Je suis vacciné à ça. je suis vacciné parce que je sais que les gens qui nous suivent n'ont pas tous aussi la même éducation que moi. Ah oui. Moi, il y a des choses que je ne peux pas faire, non seulement par rapport à mon travail, à ma profession, mais surtout aussi par rapport à mon éducation. Il y a des choses que je m'interdis, que je m'interdirais de faire jusque même à ma mort, juste par rapport à mon éducation. Mais il y a d'autres personnes, bon, ils le font. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, cette personne-là qui m'a laissé un commentaire comme ça, je lui ai écrit gentiment, je lui ai expliqué qu'en principe, mon émission, c'est 45 minutes. Et si je dois laisser la personne parler, c'est-à-dire qu'on aura terminé les 45 minutes et la personne n'aura même pas eu le temps d'évoquer les autres points importants aussi qu'il avait l'intention de dire. Tu vois, je lui ai expliqué ça comme ça, mais il envoie encore un autre commentaire pour dire ces choses-là, tu ne les connais pas. J'ai dit, ben justement, c'est parce que je ne connais pas ces choses-là que je reçois. Mon émission s'appelle « Dites-moi tout ». Dites-moi tout. Sans rien garder, sans rien voilà. Donc, dans Dites-moi tout, je reçois tout le monde. Je peux recevoir les pasteurs, mais je peux recevoir aussi les personnes d'autres spiritualités. Mais je peux recevoir aussi des coachs ou des choses comme ça. Alors, je reçois, bien évidemment que si je reçois un homme, un maître spirituel, par exemple, c'est clair que tout ce qu'il va dire là, je ne connais pas. C'est ça le but même de l'émission. Dites-moi tout. C'est que tu connais là. Dis-le-moi. Et à travers moi, tu dis à tous les autres téléspectateurs. Donc, je te laisse parler. Je te pose, et ça, c'est ma technique. Je te pose, c'est ma technique, et je pense que d'ailleurs, c'est une bonne technique. On devrait tous avoir cette technique d'interview. Hein, je m'explique. Il y a des gens, parfois, je le remarque, quand je vais dans des conférences de presse, par exemple, il y a un journaliste qui lève sa main et qui veut poser sa question. Et la personne va poser la question genre bonjour Emeline, bonjour. Bon, Emeline, qu'est-ce que tu aimes manger le matin? Parce que le matin, nous voyons, il y a des gens qui mangent le pain, d'autres aiment manger la chikwang, d'autres du foufou, alors que dans le pain, nous savons qu'il y a de l'amidon. Or, l'amidon a comme formule chimique, tac, tac, tac. C'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Or, tout ce qu'il a dit là pourrait être séquencé. En fait, tout ce qu'il a dit pour, à la limite, de ne rien dire, moi, je ferai ça autrement dans mon interview. La même question, mais je prends tout ce que lui a dit là, autrement. Moi, je vais faire « Bonjour Emeline, bonjour. Qu'est-ce que tu aimes manger le matin ?» C'est déjà une question. Emeline va répondre. Tac, 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 tac. Et puis je renchéris. Et la chikwang, par exemple, ça ne te dit rien? Emeline va continuer. Tac, 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 tac. Et je renchéris. Vous n'êtes pas inquiet de la présence de l'amidon? Tac, 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 tac. Mais nous connaissons la formule chimique de l'amidon. Il y a César. Qu'est-ce que vous dites? J'ai pris tout ce que lui a dit là, mais moi, ça m'a fait plusieurs questions et ça a permis à mon invité de s'exprimer encore et encore. C'est ça. Alors, on va parler de Tonton Jaco. On quitte Tonton Jaco, on prend Pasteur Jaco. Pour la biso de Lobato, là, il y a qui boit Monica Pasteur Jaco. Mais on sait qu'il y a eu une histoire, il y a eu toute une procédure. On est curieux aujourd'hui de savoir comment ça s'est passé, Tonton Jaco, Pasteur Jaco. Alors là c'est une très longue histoire, mais je vais essayer de séquencer. Il faut dire que déjà, à la base, j'ai jamais aimé ça. Ok. J'ai jamais aimé ça, j'ai jamais cherché ça, j'ai jamais voulu ça. On vous le disait déjà depuis. On me le disait. On me le disait. Tu rencontres un homme de Dieu, il te dit, Dieu m'a dit que tu
tu es son serviteur. Dieu m'a dit que toi, tu vas commencer à le servir. Dieu me dit que toi, tu vas commencer à prêcher. Et chaque fois, ça m'énervait, quoi. Mais ça m'énervait, mais grave. Et tout le temps, ma réaction, c'était « Arrêtez un peu avec vos histoires-là. Arrêtez un peu, arrêtez un peu. » Et puis, il y a eu... Parce que moi aussi, pour parler de conversion, tout ça, je l'écris. J'ai déjà écrit, d'ailleurs, c'est déjà fini. Dans le prochain livre que je vais publier bientôt. Le livre a pour titre « Ma vie, une école ». Donc, j'avais raison de dire que l'histoire de ce jour, c'est une formule. Oui, c'est une formule. Vraiment, c'est une formule. En parlant de formule, rappelle-moi, je vais te raconter une anecdote. Une formule qui ne quitte plus ma tête jusqu'aujourd'hui. C'est une formule physique. Ça ne quitte plus ma tête. Alors, j'ai eu une conversion à dents de scie. Et tu baisses les bras. Donc moi c'était comme ça jusqu'à la dernière fois, et c'était la bonne fois où j'avais vraiment donné finalement ma vie à Christ et tout ça, et tralala. J'ai évolué, je suis passé par le brisement. Le Seigneur m'a vraiment brisé, mais vraiment beaucoup brisé et tout ça. Donc sans problème. Et je pense que quelque part, c'était aussi l'apport de mon épouse, parce qu'elle priait déjà. Donc je crois que le Seigneur l'avait mis sur mon chemin pour peut-être m'aider aussi à emboîter le pas. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu l'émission « Ta grandeur ». À la base, l'émission « Ta grandeur », c'est même pas moi qui devais la présenter. Oui, c'est Maman Dorcas. Qui à l'époque s'appelait DKM, Dorcas Kapinga Mema. On l'appelait comme ça, DKM, même à la radio, DKM au micro. Voilà. Et c'est moi qui l'ai donné le nom de Maman Dorcas. Voilà. Alors, ce jour-là, elle devait faire l'émission, mais elle n'était pas là, elle devait partir la première émission. Donc, elle devait partir à un deuil. Alors, comme l'émission était en direct, c'était un samedi. Et moi aussi, ce jour-là, je ne sais pas, j'avais porté un pagne, le pagne Moklisto Jali Mouinda. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait poussé à porter ça. Alors, j'étais dans mon bureau, et puis, il y a mon patron, mon DG qui me disent, mais est-ce que tu ne peux pas couvrir tu ne pouvais pas couvrir Dorcas parce que j'ai dit, non, mais moi, vos émissions, là, Italingaté, ce n'est pas mon truc. Oh non, mais s'il te plaît, s'il te plaît. Là, vous vous êtes déjà converti. Là, je suis déjà converti, mais je continuais mes émissions. J'avais les émissions de mode, j'avais l'émission Tapis Rouge, une émission de musique live, un peu comme Taratata. J'étais dans ça. Le Fashion Show, B1 Fashion Show, j'avais tout ça. J'étais dans ça, dans mes délires à moi. Et puis, j'avais une émission qui s'appelait Sur le plateau. C'était un peu comme ça, le face-à-face, qui est devenu aujourd'hui Dites-moi tout. Voilà, j'ai juste changé de titre. Alors, j'ai remplacé Maman Dorcas, je l'ai couvert. Et puis, quand l'émission est finie, on m'a applaudi, le patron a applaudi, ils étaient contents. Il dit, en tout cas, bravo, bravo, bravo. Est-ce que ça te dirait pas de commencer à animer ça avec elle? J'ai dit, voilà, c'est ce que je voulais pas. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai accepté. Donc, après l'émission qui suivait, on a fait avec Dorcas, qui était devenue Maman Dorcas. Moi, de toute façon, j'avais gardé mon tonton Jaco. Il n'y a pas de problème. Et on a fait l'émission. Maintenant, j'avais remarqué qu'au bout de 3 émissions, j'avais remarqué que la qualité des invités qu'on recevait, ils avaient un niveau très élevé de connaissance de la parole de Dieu, de connaissance de spiritualité et tout ça. Partant de cela, je me suis dit, là, c'est plus seulement le journaliste qui doit agir, le professionnel. Maintenant, il faut aussi avoir la connaissance de ces choses-là. Et c'est pour ça que je suis parti en théologie. Je suis parti en théologie pour justement apprendre à voir aussi, voilà, un level comme ça. Depuis là, vu la connaissance que j'avais acquis,
eh ben, les pasteurs, les différents pasteurs, je vais dire même la majorité, avant de venir à mon émission, à ta grandeur, tu seras chez tonton Jaco. Il faut bien te préparer parce que... On le suivait toujours, on voyait des questions, en tout cas. Or, le but, dis-moi un seul jour où j'ai cassé mon invité. Non. Parce que le but de cette émission-là, je disais que c'était un culte. Donc, le but, c'était de gagner des âmes à Christ. Si on doit gagner des âmes à Christ, je ne viendrai pas maintenant commencer à te contredire, question de te casser et montrer aux téléspectateurs que tu n'as pas assez de connaissances dans la matière là que tu veux nous proposer. Tu vois, je ne faisais pas ça. Mais les gens, ils ont développé une connaissance de tonton Jaco pour dire que si tu veux aller face à tonton Jaco, prépare-toi bien. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont créé ça comme ça. Bref, or tout ce que je faisais là, ta grandeur, théologie et tout ça, Nzoka, c'était déjà dans les voies de Dieu. Dieu me préparait déjà, il me rapprochait encore parce que déjà à cette période-là, on commençait maintenant à me laisser prêcher. J'étais pas encore pasteur, on me laissait prêcher et chaque fois que je prêchais, les gens ils faisaient waouh, waouh. Et c'est parti comme ça, jusqu'au jour où mon père spirituel a décidé, il a dit, on va te consacrer tel jour. Et c'était un grand événement, un bel événement, avec de l'huile sur la tête, on te fait porter la touche, on te fait... C'est beau quand même ces choses-là. Alors, 3 choses qui définissent le mieux tonton Jaco. 3 choses. Ouf, tu me surprends là, 3 choses qui me définissent le mieux. Je pourrais dire le respect des principes, l'intégrité, l'amour. Alors, nous avons entendu, mais on garde encore un peu. Parce qu'on ne sait pas s'il y a quelque chose qui pourrait remettre cela en cause. Pourquoi je le dis? Parce que on a reçu des gens qui nous ont parlé de vous. Alors, on ne sait pas croire à 100% ce que vous avez dit, mais on va voir ensemble pour qu'après, vous puissiez nous dire s'il faut croire ou pas. Ok. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors, c'est parti. Shalom, c'est le prophète Jébi Mbaya. Je voudrais prendre ces petits moments juste pour rendre grâce à Dieu pour le don que tu es, pasteur Jaco Poutela, que nous nous appelons tonton Jaco. Je me souviens encore avec beaucoup d'émotions, même la première fois qu'il m'a reçu dans son émission qu'il animait autrefois, Ta Grandeur, sur B1. On s'est rencontrés, je crois que ça devait être pour la toute première fois en face, on se connaissait que de loin. On se rencontre en face, mais il était d'une gentillesse. Il était d'une ouverture, d'une telle ouverture. Il faut savoir que j'ai commencé à le suivre à la télévision, on était encore tout petit. Mais quand tu es en face de lui, il ne te fait pas sentir que tu es tout petit. Il ne te fait pas sentir qu'il est grand ou voilà. Toujours souriant, de bonté de cœur. Et depuis lors, là nous sommes en 2014, ça fait maintenant 11 ans qu'on est ensemble. Il ne m'a plus jamais lâché. C'est un homme qui a cru en moi dès les premiers instants et on est toujours ensemble. Tu peux juste être là comme ça et puis tu reçois un appel. C'est tonton qui t'appelle avec son sourire légendaire. C'est quelqu'un qui a toujours été là pour les gens. C'est quelqu'un qui ne souhaite jamais du mal pour l'autre, qui se réjouit de la réussite des autres. Et pour ça, je bénirai toujours le Seigneur pour qui il est. Et il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, je ne l'ai peut-être jamais dit, c'est la transition qu'il a pu faire du journaliste en homme de Dieu. Quand l'appel de Dieu a commencé à bouillonner en lui, on était là, je le voyais, comment est-ce que c'était nouveau pour lui, comment est-ce que ça suscitait beaucoup de questionnements, mais il n'a pas lâché, il a continué à croire. Et quand je vois ce que Dieu fait avec lui aujourd'hui, je suis extrêmement fier. Alors tonton, c'est ton Mutunayo, hein? C'est ton déco, comme on aime s'appeler. Et
saches que je t'aime très fort. Tu es une des merveilleuses personnes qui existent au Congo. Et je pense que si il y avait 5 comme toi, le Congo serait encore meilleur. Ma prière est que Dieu continue à te garder, à te protéger et qu'il fasse de toi ce que tu es censé être dans sa vie. Je te porte dans mon cœur et lave le sommeil. Tonton Jaco, papa Jaco, représente beaucoup pour moi. C'est un coach sur le plan médiatique, c'est un coach, c'est un modèle, c'est une référence, c'est un repère. C'est mon enseignant, c'est mon modèle, c'est mon coach. Et sur le plan familial, c'est un grand frère que j'écoute beaucoup, un grand frère qui tonne lorsqu'il faut tonner, un grand frère qui conseille lorsqu'il faut conseiller, un grand frère également qui te tend la main lorsqu'il faut tendre la main, un grand frère qui te soutient lorsque tu as besoin du soutien. Vraiment, il a toujours été présent pour moi. Alors, ce que je peux demander à mon coach, à mon mentor, à mon grand frère, à mon papa, à mon président, c'est que qu'il ne change pas. Il a un bon cœur, qu'il fasse tout pour garder toujours ce bon cœur, toujours présent pour soutenir les autres, pour apporter le sourire, pour redonner le courage. Mais une chose que je peux lui demander, parce que je sais que je suis parmi les personnes qui l'écoutent beaucoup aussi, diminuer un peu la colère. Il s'énerve rapidement, diminuer un peu la colère. Ça, c'est ce que je peux demander. Mais sinon, c'est une bonne personne avec un cœur en or. Toujours prêt à soutenir les autres, à écouter les autres. Daddy, tonton, papa, yaya, président, beaucoup d'amour pour vous. Bonjour. Ici, neveu national, j'aimerais m'adresser à la personne qui est sur le plateau, le tonton des tontons, le tonton national, les tontons du neveu national. Toi-même tu sais, mais écoute frangin, je ne sais pas quoi te dire. Je sais que tu es une personnalité, une vraie, très gentille, très souriant, toujours disponible pour les siens. Je profite de l'occasion pour te demander d'être toujours ce que tu as toujours été et continue d'être vrai comme tu as toujours été vrai. Une personne agréable. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Je suis content qu'on te reçoive. Toi qui reçois souvent les gens sur ton plateau. Aujourd'hui, on te reçoit. Et avec les honneurs. Et moi, ton neveu national, qu'est-ce que je vais dire? Plein de bonnes choses. J'ai beaucoup de très bons souvenirs. Et on ne s'est jamais quitté depuis qu'on s'est rencontrés. Je crois depuis 2007 jusqu'à ce jour, on ne s'est jamais quitté. On est vraiment des vrais compagnons de lutte. Et vraiment, que le Seigneur te bénisse pour l'homme de Dieu que tu es et pour l'homme de culture que tu continues d'être. Naléli, le tonton national. Alors, de retour, tonton Jaco, un mot par rapport à tous ces témoignages. Mais un mot, je dirais merci. Oh, j'ai eu des larmes aux yeux. Comment tu as fait pour trouver ces gens-là? La grande Et technique. tu n'as trouvé que des gens qui font partie vraiment Je vous ai étudié avant de vous appeler. Oh là là là. Le neveu national, Maman Dorcas, le prophète Jimmy Mbaya. Mais vraiment, je n'ai qu'un mot, c'est merci. Et je ne vais pas changer, comme ils ont dit. Je vais faire un effort pour ne pas changer. Et je vais suivre ce que si c'est que Maman Dorcas a dit, de diminuer la colère. En fait, je m'énerve quand on ne respecte pas les principes. C'est pour ça que j'ai parlé du respect des principes. Ah oui. Voilà. Quand on ne respecte pas les principes, ça m'énerve. Quand on manque de respect à quelqu'un, ou même à moi-même, le manque de respect aussi,
ça m'a toujours mis hors de moi. Je ne peux pas comprendre que, par exemple, on est ensemble comme ça. Moi, je t'ai toujours respecté, Emeline. Et puis toi, un jour, tu décides comme ça, de manière délibérée, de me manquer de respect. Je ne supporte pas le manque de respect. Mais aujourd'hui, le manque de respect est devenu vraiment monnaie courante. On commence à normaliser. Même quand on roule là, dans la route, nous qui conduisons, nos amis, les Wewa, les motards, regarde déjà ils conduisent mal, mais ils conduisent mal, tu ne peux pas lui parler, tu ne peux pas lui dire quelque chose, mais fais attention, tu ne vois pas que tu vas cogner, tu ne vois pas. Il te répond d'une certaine manière comme ça là. Et il t'insulte même. Il t'insulte même. Et moi, ça m'a toujours énervé, mais oui, je m'énerve, mais je garde jamais la colère. Je m'énerve, mais je garde jamais la colère. Alors, je vais faire un effort pour diminuer. Alors, pour diminuer la colère, c'est-à-dire que quand les gens vont pas respecter les principes, ou quand ils vont commencer à me manquer de respect, je vais essayer de relativiser. Mais c'est un travail compliqué. C'est un travail compliqué, quoi. Alors, nous sommes arrivés à la fin. C'est la toute dernière rubrique de cette émission. Ça s'appelle « En vérité ». En vérité, nous voulons avoir une réaction de votre part sur ce qui se dit sur vous, mais une chose peut-être sur laquelle vous n'êtes jamais prononcé. Alors, pour aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule question. Vous allez nous répondre, mais avec votre main sur le cœur. Avec la main sur le cœur. Pour nous certifier que ce qui sortira de votre bouche n'est rien que la vérité. Ok. Alors, on y va. En vérité, tonton Jaco et ton pasteur Jaco n'est pas accessible aux autres églises, dans le sens où on l'appelle, mais c'est quand même difficile qu'il réponde positivement. Faux. Pourquoi? Parce que je viens toujours... Si je te montre les églises où on m'a invité, où je suis parti prêcher, toi-même là, quand tu regardes seulement cette église, tu regardes même la venue et l'église, tu te dis, il faut vraiment avoir l'amour du prochain pour venir dans un endroit comme ça. Mais moi, quand il s'agit vraiment du ministère, vraiment le tonton Jaco n'existe plus. La star là n'existe plus. C'est le serviteur de Dieu et je vais partout où on m'invite. Et partout où on m'invite, je viens et je prêche comme si j'étais au stade des martyrs. Oui, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de... Voilà. Alors, Bassal Nzambe, je vous donnerai son numéro. Donc, ils essaient... Beaucoup m'ont déjà invité. Bravo, merci. Les autres là qui disent ça, qui m'invitent un peu et puis ils vont voir si je ne vais pas venir. Alors, c'est la fin, tonton. Un mot par rapport à tout ce qui se dit, mais surtout un conseil pour la jeune génération dans le métier et surtout dans les ministères. Un mot par rapport au métier, à notre profession, qui est une très belle profession. À tous les professionnels de médias, je vais dire, continuez à persévérer, continuez à croire en vous, parce que c'est vrai que quand tu commences, tu peux venir avec ton talent, avec ta connaissance et tout ça, mais parfois, dans la chaîne de télévision, on te considère pas vraiment comme il se devait. Et parfois, ça peut décourager aussi. Oui. J'ai vécu ça, je connais ça. Mais si tu crois en toi, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu recherches même pour ton magazine ici, continue, persévère, vas-y, avance. Tu verras demain comment ça va donner. Donc, ne jamais baisser les bras. Ça, c'est toujours dans la profession. Et toujours dans la profession, je vais demander à nous tous de continuer à apprendre, à faire des recherches encore et encore et à se remettre en question tout le temps. Parce que dans notre travail, on n'atteint jamais le top. Tu peux demander même à nos amis caméramens qui sont ici, là, ils ne vont pas te dire que, ok, donc nous, on a maîtrisé la caméra, c'est bon, c'est le top, on n'a plus... Non, même jusqu'à aujourd'hui, tu vas leur poser la question, ils continuent à faire des recherches. Jusqu'à aujourd'hui, ils découvrent des choses et pourtant, ils tiennent cette caméra peut-être il y a de cela 10 ans, 15 ans, mais aujourd'hui, ils découvrent encore autre chose qu'on peut faire avec cette caméra-là.
Donc, toujours se remettre en question, c'est très important. Faire la mise à jour, c'est très important. Ça, c'est dans notre profession. Et dans le ministère, dans la pastorale, je vais dire, en tout cas, il faut... essayons de rester d'abord aussi des enfants de Dieu. Tu peux être ce grand pasteur, et d'ailleurs je n'aime pas cette appellation grand pasteur, parce que tu es grand par rapport à quoi? Grand parce que tu as un grand bâtiment, c'est pour ça que tu es grand pasteur? Non. Grand pasteur, si grand pasteur il y a, eh bien cette grandeur devait être mesurée par rapport à la connaissance que tu as de Dieu et à la crainte que tu as de ce Dieu-là. Si tu n'as pas la crainte de Dieu à un niveau très élevé, ne viens pas me parler de grand pasteur. Tu es grand pasteur pourquoi? Parce que tu as 1000 membres, 1500, 500 membres, 10 000 membres. Sur les réseaux sociaux. Et suivi, tu es très médiatisé. Mais il y a des pasteurs qui ne sont pas médiatisés du tout, mais qui sont intègres, qui craignent Dieu et qui sont restés aussi enfants de Dieu. Pourquoi je parle d'enfants de Dieu? Parce qu'un enfant, c'est cet être qui a constamment besoin de son père ou de sa mère. Qui fait tout le temps recours à son père. Tu comprends, non? Un enfant, c'est ça. Soyons des enfants de Dieu. Restons des enfants de Dieu. Enlevons un peu cet orgueil-là que nous avons et tout ça. Enlevons ça. Parce que ceux-là qui sont très médiatisés et qui ont des grands bâtiments et qui drainent des foules, quand tu les invites, par exemple, dans une église lambda qui vient de commencer et qui a peut-être 10 membres, 15 membres, 20 membres, avec même une sonorisation qui laisse à désirer, une construction assez compliquée qui ne respecte pas leurs normes à eux de l'architecture, ils ne viendront pas si tu les invites. Alors, j'aimerais que si tu restes enfant de Dieu, et surtout quand tu sais que tu es un berger, le berger, tu as des brebis. Et ces brebis-là ne sont pas tes brebis, ce sont les brebis de Dieu. Ce sont les brebis de Dieu. Où il t'envoie, tu dois y aller. Et tu dois y aller. Tu dois y aller. Et puisque je suis d'ailleurs à Vert Pâturage, permettez-moi vraiment de faire un petit clin d'œil quand même à mon daddy Espérance Bakadi. Allez-y. Qui n'a pas changé depuis tout ce temps, qui n'a pas changé malgré sa notoriété, qui n'a pas changé malgré toute la connaissance qu'il a et toute la crainte de Dieu qu'il a. Il est resté enfant de Dieu, il est resté frère des uns et des autres. Vraiment, beaucoup de respect, mon daddy. En tout cas, jusque-là, je vais continuer à vous respecter. Daddy Espérance Bakadi. Alors, merci tonton Jaco, ça sera tout. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est déjà fini. C'était un plaisir, malheureusement. Oh. Malheureusement, on aurait dû vous retenir ici, mais le temps nous presse. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci Emeline. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi. Et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.